Chapitre 1. Le visiteur qui est venu sans bruit. C'est au début de février, durant cette période agitée où le brouillard hivernal londonien recouvrait chaque rue et chaque place d'un épais manteau de laine, que Holmes et moi nous sommes retrouvés une fois de plus plongés dans une affaire à la fois délicate et déroutante. Le givre s'accrochait aux vitres de notre logement de Baker Street comme le filigrane d'un artiste excentrique. Chaque souffle que nous exhalions se lisait dans l'air immobile avec la fragilité d'une pensée à peine formulée. Holmes était inhabituellement taciturne depuis le matin, allongé de tout son long sur le canapé, une cigarette fumant entre ses longs doigts, son regard de faucon fixé sur la tache d'eau du plafond, comme si elle contenait le code d'une énigme ancienne. Je lisais une monographie médicale qui, je l'avoue, n'a pas réussi à retenir mon attention. Le silence était de ce genre particulier qui s'épaissit, jusqu'à ce qu'un léger grincement dans l'escalier en contrebas signale une approche. Je levai les yeux, mais l'expression de Holmes resta inchangée. Seul un léger frémissement au coin de sa bouche trahissait qu'il avait lui aussi perçu le bruit. Un instant plus tard, un phénomène me surprit au-delà de toute raison. La porte s'ouvrit, sans qu'on ait frappé auparavant. Un grand monsieur à l'aspect sombre se tenait sur le seuil, sa silhouette encadrée par la pâle lumière matinale du palier. Il retira son chapeau d'un geste à la fois courtois et distrait. Son habit de drap sombre était légèrement couvert de givre, et son visage pâle, tiré, amer résolu, était de ce type anglais inimitable qui dissimule ses tempêtes sous le masque de l'éducation. « Entrez, je vous prie », dit Holmes en se levant enfin avec la grâce d'un escrimeur. « Vous n'avez pas à vous excuser pour l'absence de cérémonie. La faute, je suppose, n'en incombe pas à vous, mais à une porte dont le loquet a été récemment réparé par un ouvrier plus zélé que prudent. » Le visiteur cligna des yeux, ses yeux gris trahissant une lueur d'étonnement. « En effet, monsieur, j'avoue que je n'ai émis aucun son. Vous saviez ?»« Mon cher ami, » répondit Holmes en lui faisant signe de s'asseoir dans le fauteuil. « L'odeur de lin qui flotte dans le couloir témoigne de la récente application d'huile sur la charnière. Les fibres du tapis près du seuil portent l'empreinte aplatie d'une botte d'artisan, à une empreinte vieille de moins de 12 heures. Si l'on ajoute à cela le courant d'air qui a précédé votre entrée, j'avais anticipé l'empressement de la porte à s'ouvrir sans que vous ne la demandiez. Déduction triviale. » L'étranger esquissa un léger sourire, bien que l'anxiété le rattrape rapidement. « Je suis monsieur Lionel Faversham de Hampstead, » commença-t-il d'une voix basse mais ferme. « Je suis venu vous voir, monsieur Holmes, parce que Scotland Yard, eh bien, je crois qu'il prendrait mes craintes pour des folies. Pourtant, mon époux a disparu. Disparu, monsieur, le matin de notre mariage, sans même qu'on frappe à la porte de la chambre. » Holmes inclina la tête, croisant ses longs doigts sous son menton. « Votre époux, » répéta-t-il avec un léger haussement de sourcils. « En effet, une circonstance à la fois singulière et qu'oserais-je dire, démodée. »« Je vous prie de ne pas vous méprendre, » dit M. Faversham, une pointe de rougeur naissante. « C'est ma sœur, mademoiselle Alice Faversham, qui devait se marier. Son fiancé, M. Roland Devreux, a disparu. » Le regard de Holmes s'éclaira d'une flamme grise. « À quelle heure l'a-t-on vu pour la dernière fois ?»« À 6h30, ce matin même. La cérémonie devait avoir lieu à 11h. Ses appartements ne portent aucune trace de lutte, aucune lettre, aucune explication. Et vous venez vers nous plutôt que vers la police ? » ?»« Oui, parce que... » Il hésita, me jetant un bref coup d'œil, puis se tournant à nouveau vers Holmes. « Parce que certains faits, s'ils étaient rendus publics, porteraient atteinte à la réputation de ma sœur. Je compte sur vous, messieurs, pour agir avec discernement. » Les lèvres fines de Holmes s'incurvèrent en un sourire dénué de légèreté. « La discrétion est à la meilleure part de la détection, monsieur Faversham. Continuez, je vous prie. » L'histoire qui suivit fut aussi curieuse que toutes celles que j'avais entendues jusqu'alors. Roland Devreux, un jeune avocat de bonne famille et à la carrière prometteuse, logeait depuis quelques mois dans un cabinet près de Lincoln's Inn. Sa conduite avait été exemplaire, son dévouement envers Miss Faversham irréprochable. Pourtant, ce matin-là, alors que la maison attendait sa voiture pour le conduire à St. George's, à Bloomsbury, il était introuvable. Son valet avait découvert son lit vide et ses vêtements de soirée disposés avec un soin méticuleux, comme s'il avait prévu de rentrer tard. Seul manquait sa canne, une canne d'ébène à embout d'argent.
Holmes ne l'interrompit qu'une seule fois. Cette canne porte-t-elle un signe distinctif? Un petit masque en ivoire, sculpté sur le manche, répondit M. Faversham. Une curiosité venue d'Italie, un cadeau d'Alice elle-même. Le regard de Holmes étincela. En effet, je vous en prie, poursuivez. Aucun messager n'avait été reçu, aucun mot n'avait été laissé. Miss Faversham, la pauvre fille, attendait son bien-aimé dans un état d'angoisse proche de l'effondrement. La famille craignait un accident mortel, mais les journaux du matin ne rapportaient aucun incident. Les recherches à chaque station de taxi et à chaque gare étaient restées vaines. Holmes se renversa en arrière, l'expression indéchiffrable. Et le caractère de M. Devreux? Des dettes? Des ennemis? Aucun à notre connaissance. Et il était universellement apprécié. Holmes se leva alors et se dirigea vers la cheminée, où le feu de charbon brûlait d'une lueur faible et constante. Il resta un instant plongé dans ses pensées, sa silhouette élancée se découpant sur la lueur vacillante. « Docteur Watson, dit-il enfin, je crois que nous allons accompagner M. Faversham à Lincoln's Inn au plus vite. Il y a une raison à cela, même si elle est à peine perceptible. L'absence de coup frappé, M. Faversham, notez-moi bien, pourrait bien s'avérer plus significative que nous ne le pensons. » Il se retourna brusquement, les yeux illuminés par cette étrange flamme intérieure qui annonçait le début de ses plus brillantes investigations. « Votre sœur doit rester calme. Assurez-lui que l'enquête est déjà en cours. Nous reviendrons avec monsieur. Ou Devreux, ou la connaissance de son sort, avant la fin de cette journée. » Tandis que Holmes saisissait son manteau et que je prenais mon chapeau, la lumière hivernale à travers le brouillard sembla s'estomper encore davantage, comme si Londres elle-même retenait son souffle. Le mystère du marié qui n'avait jamais frappé commençait. Chapitre 2, dans lequel Holmes refuse un taxi et accepte un indice. Il y a des saisons dans la mémoire d'un homme qui reviennent non pas selon le calendrier, mais selon la couleur du jour. Ainsi, chaque fois que je me souviens du cas du marié qui n'a jamais frappé, je me souviens non seulement des faits tels qu'ils s'organisaient sur l'échiquier du raisonnement de Holmes, mais aussi du timbre exact de ce midi de février. Le grondement étouffé de Londres, sous un épais brouillard, et l'odeur de laine humide et de cheval, et la curieuse vivacité qui s'emparait de mon ami lorsqu'une énigme digne de lui posait ses crochets. À peine avions-nous atteint le trottoir que Holmes entraîna M. Lionel Faversham d'un pas et se pencha pour examiner, entre autres, le bas de l'habit du gentleman. Il le fit avec un courtois murmure d'excuses auquel l'autre, dans sa détresse, prêta à peine attention. « Vous êtes arrivé par Holborn, puis vous avez tourné vers le sud dans Chancery Lane, » dit Holmes en se redressant. « Vous n'avez loué un taxi qu'à peine arrivé à notre porte, et vous vous êtes arrêté récemment dans un passage où de la cire d'abeille bon marché a été déposée ce matin. » Faversham le fixait, à moitié choqué et distrait. « Mais oui, j'ai marché pour m'éclaircir les idées et éviter les vendeurs de journaux. »« Mais comment ?» Holmes tapota la tresse sombre du par-dessus de l'homme. Des grains de ce granule rouge particulier trouvé dans le quartier et de Holborn. Observez sa teinte. Et la trace de cirage récent sur votre coup de pied droit que l'air humide n'a pas encore atténué. Votre manchette gauche présente une tache jaunâtre avec une légère note aromatique. De la cire d'abeille ordinaire. Chancery Lane en est jonché aujourd'hui. Un employé zélé a fait cirer le sol. Quant au taxi, l'éclaboussure sur votre épaule porte la signature unique des flaques d'eau de Baker Street que le pavage de Whitworth rend plus large que la plupart. « Remarquable !» murmura notre client, même si le mot sembla s'éteindre sur ses lèvres, tandis que son anxiété remontait. « Mais monsieur Holmes, ne voulez-vous pas conduire ?»« Chaque minute est précieuse, » répondit Holmes, ses yeux gris se plissant. « C'est pourquoi nous allons marcher. »« Marcher ! De Baker Street au Temple, il y a un peu moins de 3 kilomètres, dit-il en s'éloignant d'un pas rapide. Un homme qui disparaît sans frapper choisit ses moyens, avec une attention particulière au son. Nous devons habituer nos sens à la même économie. Un fiacre cahotant couvrirait les murmures utiles de la ville. Nous traversâmes donc à pied cette rue obscure, où les réverbères, bien qu'éteints à midi, semblaient boudés d'être privés de leur fonction. Holmes marchait d'un pas long et souple, la tête penchée en avant, son profil pointu traçant le brouillard comme une proue. Je l'ai vu oisif pendant des jours, avec une indifférence frisant la langueur, mais qu'un parfum de gibier le touche,
et il devint l'incarnation même de la détermination. Alors que nous tournions dans Marylebone Road, un jeune homme en haillons nous a dépassés en jetant l'édition du jour du Globe sur la poitrine de Faversham. Holmes saisit le garçon par la manche avec une douceur qui ne laissait pourtant aucune chance d'échapper à la tentation, et échangea une pièce contre un second papier. Il le plia sans un regard et le glissa dans sa poche. « Tu t'attends à trouver quelque chose ?» demandai-je, car je connaissais les méthodes curieuses de mon ami avec l'encre d'imprimerie et les rumeurs publiques. « Pas dans les colonnes, répondit-il, dans les marges. » Nous pressâmes le pas, et si nous avancions vite, l'esprit de notre client nous dépassait. Il avoua, en phrases entrecoupées, que mademoiselle Alice Faversham s'était rendue au logement de son fiancé à 3 reprises depuis l'aube, une fois avec des fleurs, une autre avec un mot implorant des nouvelles, et enfin, lorsque l'heure était devenue terrible, avec Lionel lui-même. Le valet, un homme respectable nommé Partridge, les avait introduits dans un salon impeccablement rangé, un foyer garni de charbon mais éteint, et sur la table une bouteille de Bordeaux scellée, 2 verres propres et un petit miroir de voyage, comme s'il avait été récemment emporté dans une poche. Le lit, comme il l'avait dit, était vide. Les documents de travail de Devreux étaient empilés, selon son habitude méticuleuse. La canne à pommeau d'argent et son masque d'ivoire avaient disparu. Aucune trace de son propriétaire. « Comment s'est comporté M. Devreux ces dernières semaines ?»« Ah !» demanda Holmes de son ton le plus sec, comme s'il s'agissait d'une question de météo. « Un soupçon d'anxiété ? Une préoccupation qui pourrait suggérer une inquiétude personnelle ?»« Rien que je puisse observer, » répondit Faversham. Ils parlaient souvent de leur avenir, de la petite maison à Hampstead qu'ils allaient prendre après leur lune de miel. Il n'avait pas de dette de jeu. Il avait renoncé à ses bêtises à Cambridge. Il y avait était une chose étrange, insignifiante peut-être. Voilà, dit Holmes en frappant légèrement de ses mains gantées. Il y a plus de sagesse que dans une douzaine de déclarations sous serment. Je vous en prie, monsieur, ne cachez jamais les détails. C'est juste qu'il y a 3 jours, poursuivit Faversham, un Roland est venu à l'improviste chez nous ce soir-là et a demandé à Alice la canne, celle avec le masque d'ivoire. Il a dit que le temps et sa cheville étaient en conflit. Pourtant, il ne boitait pas. Holmes ne fit aucun commentaire, mais je vis le léger resserrement au coin de ses yeux qui, dans ma longue connaissance, indiquait qu'une roue intérieure avait pris un nouveau cran. Nous atteignîmes l'enceinte de Lincoln's Inn vers 12h30. Le brouillard se dissipait parmi les arbres, qui se dressaient comme autant de sentinelles obscures. Un portier connu de Faversham nous fit monter l'escalier qui menait au cabinet de maître Devreux. Nous montâmes, nos pas adoucis par la moquette et l'air, jusqu'à ce que Lionel frappe, à une porte polie portant le nom du jeune avocat sur une plaque de cuivre. Elle fut ouverte par un homme d'âge mûr, rasé de près et d'apparence sobre, digne d'un bon serviteur. Son œil, rouge d'une nuit de sommeil interrompu, s'illumina d'une lueur d'espoir et d'interrogation qui s'estompa à notre vue. « Monsieur Partridge, » dit Faversham, « j'ai amené Monsieur Sherlock Holmes. » Le valet s'écarta aussitôt et nous fit entrer avec un respect presque révérencieux. « Oh, monsieur, dit-il, si quelqu'un peut comprendre cette cruauté, ce sera vous. »« Méchanceté est un mot fort, » observa Holmes en retirant soigneusement ses gants. « Nous verrons si c'est justifié. » Le salon dans lequel nous entrâmes était de taille moyenne, mais d'un excellent goût. Un tapis persan sombre donnait de la profondeur au sol. Les étagères présentaient un bel assortiment de rapports juridiques, bien alignés, et un modeste assortiment de littérature. Gibbon, Addison et un exemplaire bien feuilleté d'Horace. Sur la cheminée se dressait un petit buste en albâtre de Minerve, flanqué de chandeliers éteints. La cheminée, comme Faversham l'avait décrit, était posée et prête, le charbon noir comme du jet dans son support de papier journal. L'œil inquiet de Holmes engloba tout d'un seul coup d'œil. Puis, à sa manière particulière, il commença par les points où l'homme ordinaire s'arrêterait. Il huma l'air près de la porte, passa un doigt le long de l'intérieur de la poignée et examina la serrure à la loupe. Il fit de même avec les fermetures des fenêtres, l'âtre, et enfin la table, où la bouteille de Bordeaux et les 2 verres trônaient dans leur propreté d'attente. « Perdrix, dit-il, c'est toi qui as mis cette table. »« Oui, monsieur, monsieur. Devreux m'a dit hier soir qu'il attendait une visite demain matin. Un gentleman qu'il souhaitait consulter depuis longtemps.
Il préférait le Bordeaux au thé et a dit que la chose serait bien accueillie. À quelle heure cet ordre a-t-il été donné? Un peu après 6 heures hier soir, monsieur. Il est entré avec un mot joyeux. Il a dîné léger et m'a demandé de le réveiller avant 6 heures, ce que j'ai fait. Mais quand je suis arrivé avec de l'eau chaude à 6 heures, son lit était intact, ses bottes avaient disparu et sa robe de chambre était encore pliée. J'ai supposé qu'il s'était levé tôt et était sorti. Et le nom du visiteur? Demanda Holmes en tournant le bouchon du Bordeaux entre son index et son pouce. Il ne l'a pas dit, monsieur. Holmes hocha la tête et se dirigea vers l'âtre. D'un mouvement soudain, et tel un oiseau, il plongea la main dans la grille et retira un morceau de papier coincé sous la braise la plus basse. Il le posa dans sa paume. L'écriture, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, n'était plus qu'une légère traînée violette. « Une enveloppe », murmura-t-il, « déchirée et pas coupée. Et l'encre ?» Il la porta à son visage et respira. « Violet d'aniline. Fabrication continentale. Bon marché. Watson, tu te souviendras de notre ami parisien qui appréciait autrefois cette teinte. Je l'ai fait, et cette association m'a fait froid dans le dos, même si je me suis abstenu de prononcer le nom qui m'est venu à l'esprit. » Holmes s'agenouilla devant le garde-boue et observa le long du tapis de cheminée le plus proche du feu. « Ah !» s'exclama-t-il doucement. Avec une pince à épiler qui apparut comme par magie de sa manchette, et il extraya du tas un fragment de cire, pas plus gros qu'un pois et d'une curieuse teinte ivoire. Il le présenta à la lumière. On y distingua une minuscule dépression, l'empreinte d'une minuscule dent ou d'un sillon. « Soyez assez bon, Partridge, pour me dire si monsieur Devereux gardait de la cire à cacheter. »« Il l'a fait, monsieur. Un bâton rouge pour les dossiers et tout ça. Mais ce n'est pas ça. »« Non, » dit Holmes, « ce n'est pas vrai. » Il déposa le fragment sur la cheminée avec un soin extrême. Son attention se porta ensuite sur le tapis devant la porte intérieure, qui menait, je suppose, à la chambre à coucher. Là, il s'affala presque à plat ventre, mesurant un espace avec ses doigts et jetant un coup d'œil du poil du tapis au seuil, puis vice-versa. « Watson, dit-il sans lever les yeux, Skinner, observe la poussière sur la plainte. Tu as l'œil pour choisir. Que penses-tu de cette phrase ?» Je me suis penché et, après quelques efforts, j'ai distingué une marque faible et droite, nette comme si elle avait été dessinée par un enfant, avec une craie tracée jusqu'à un point de fuite sous la porte de la chambre à coucher. « Un courant d'air » ai-je risqué. « Un courant d'air serait capricieux » rétorqua Holmes. « C'est aussi sûr que la conscience. Partridge, votre maître possède-t-il une malle ou un porte-manteau à roulettes ?»« Non, monsieur. Il avait une malle en cuir avec des coins en laiton, une valise d'homme sans roulettes. Elle est là-dedans, à moins que... » Sa gorge se serra. « À moins qu'elle n'ait disparu. » Holmes se leva aussitôt et ouvrit la porte. Le lit, imperturbable, gisait comme un champ de neige avant une avalanche. Sur un support reposait le nécessaire de rasage de Devereux, la lanière encore pendante. Les portes de l'armoire étaient légèrement entr'ouvertes. Holmes se baissa, tira la valise et, d'une main experte, la souleva. Elle était vide. « Emballée et enlevée, dit-il. Mais enlevée comment? Pas en levant les bras, sinon on verrait une autre histoire sur le tapis. Non, roulée. Et pour rouler une malle sans roulette jusqu'au bout sans scandale, il faut un tissu en dessous, un drap ou un tapis. Mais on ne touche pas à ce tissu. Curieux, très curieux. » Il retourna au salon, et j'ai cru qu'il y avait plus d'animation que de déception dans sa voix. Il sortit de sa poche le globe, il l'avait acheté, et étalé sur la table avec le Bordeaux. Son long doigt indiqua la marge extérieure de la première page, là où les imprimeurs laissent un petit amas de notes, de chiffres et de ce que le profane qualifierait d'absurde. Là, faible mais visible, se trouvait une trace de la même aniline violette que nous avions vue sur le fragment de la grille et en travers une crête. Rien de plus que l'ombre d'une pression. « Faversham, dit-il. Monsieur Devereux a-t-il pris un journal du matin ? » « Toujours. Le Globe ou Standard, selon ce qui se produit en premier. Juste comme ça. » Holmes replia la feuille. « Notre visiteur arrive tôt, porte une violette continentale bon marché au doigt et la laisse sur l'enveloppe qu'il déchire et sur la marge du papier qu'il ajuste. C'est un homme indifférent aux convenances, pas un clerc du temple donc. Il sait entrer sans frapper et repartir sans bruit. » Siena Faversham leva brusquement les yeux. « Sans frapper, monsieur Holmes, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?
Le portier n'aurait pas laissé entrer un étranger à une heure aussi matinale. Le portier, répondit Holmes, est un honnête homme qui admet ceux qu'il suppose être attendus. Monsieur Devereux a-t-il donné des instructions? Rien que j'ai entendu, répondit Partridge. Mais il a dit que le monsieur pourrait arriver très tôt. Précisément. À ce moment-là, on frappa à la porte. Le bruit, je l'avoue, me mit les nerfs à vif, et l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard entra. Sa silhouette compacte et son visage de furet étaient aussi familiers à mes lecteurs qu'à nous. Il sursauta en nous voyant, puis se reprit avec une petite toux sèche. « Vous êtes donc en avance avec nous, monsieur Holmes, dit-il. J'aurais pu le parier. Tiens, tiens, aucun mal n'est fait. Nous avons un gentleman porté disparu et une jeune femme en pleine crise de nerfs. Le Yard ne peut pas se permettre d'être à la traîne en matière de mariés de nos jours. » Holmes l'accueillit avec une froideur cordiale. « C'est un plaisir, inspecteur. Vous avez parlé au portier? Parfait. Et vous allez sans doute ôter à ces pièces tout sacrilège par vos pas. Il y a un morceau de cire sur la cheminée, auquel je vous serai obligé de ne pas toucher. » Le regard de Lestrade s'aiguisa. « De la cire, n'est-ce pas? De la cire à cacheter? Je n'en ai rencontré aucun d'aucun phoque. » Lestrade renifla. « On verra bien. Pour ma part, c'est assez simple. Le monsieur se ravise au sujet du nœud coulant. Pardon, du nœud. H s'empresse de le refermer avec sa valise et laisse sa bouteille pour le baptême du prochain. « Votre théorie sera grandement renforcée, » observa Holmes avec plaisir. « Et si vous pouvez montrer comment une valise sans roulette roule comme un fantôme, comment une bouteille non ouverte se déverse, et comment un gentleman se promène avec une canne dont la tête arbore le sourire d'un masque d'ivoire. » Lestrade haussa les sourcils. « Je n'avais pas remarqué le masque. »« Je n'avais pas connaissance d'une quelconque preuve du contraire, » rétorqua Holmes. « Allons, Watson, j'en ai assez vu pour le moment. » Faversham le saisit par la manche. « Tu ne pars quand même pas sans... »« Sans ce que je suis venu chercher, » dit Holmes. « Je l'ai. » Il se tourna vers Partridge. « Vous m'obligerez à répondre à une dernière question. Hier soir, lorsque votre maître a demandé que la table soit mise, a-t-il également demandé que le loquet de la porte soit... fermé ?» Partridge rougit. « Eh bien, monsieur, il l'a fait. Il a dit, « Faites en sorte que le loquet soit facile, Partridge. Je ne voudrais pas que mon visiteur s'annonce lui-même. » Cela m'a semblé étrange, mais monsieur Devereux avait ses habitudes. Les yeux de Holmes brillèrent. « Ah, merci. » Dans le passage, Lestrade, qui nous avait suivis avec un mélange de curiosité et de défi, ne put se taire plus longtemps. « Qu'en pensez-vous, monsieur Holmes? Deux hommes se trahiront toujours par ce qu'ils jugent insignifiant, » répondit Holmes. « Votre avocat disparut par son loquet, son visiteur par son encre. Et qu'est-ce que toi? Tu penses que c'est insignifiant? Demandai-je alors que nous descendions les escaliers. Ah, rien, mon cher Watson, répondit-il avec cette soudaine amabilité qui le rendait si cher sans l'exaspérer. C'est ma seule vertu. Nous étions arrivés au portail lorsqu'il s'arrêta si brusquement que je faillis le percuter. Il se baissa, enfonça la main dans la grille de fer qui protégeait une rigole près de la marche et en retira ce qui ressemblait à première vue à un lambeau d'écorce pâle. Il l'effleura de sa manche. C'était une boucle d'une matière douce, lisse comme du satin, d'une teinte ivoire rappelant de vieilles dents. « Le deuxième de la journée, » dit-il doucement. « Et celui-ci a la forme d'une joue. » Il le glissa dans son portefeuille. « Viens, Watson, nous allons visiter Hampstead. Il y a un visage que je désire voir, un sourire sans lèvres. » Faversham parut perplexe. « Hampstead? Alice? En temps voulu, » répondit Holmes. « Mais d'abord une visite chez un certain marchand de curiosités italien de Fitzrovia qui vend des masques en ivoire aux hommes qui ne boivent pas. »« Holmes » m'écriai-je. « Tu crois ?»« Je ne crois à rien, » dit-il, s'éloignant déjà d'un pas infatigable. « J'observe. Et j'observe, Watson, que certains sourires ne sont pas faits pour les visages, mais pour les cheveux. » Sur cette déclaration énigmatique, et tandis que le brouillard se déployait autour de nous comme les ailes d'un grand oiseau, nous quittâmes les cours sobres de Lincoln's Inn pour les ruelles plus douteuses où l'Est et l'Ouest de Londres échangeaient leurs secrets. Si Holmes avait 3 longueurs d'avance, comme si souvent il les gardait pour lui. Pourtant, dans l'éclat de son regard, je lus que l'affaire avait trouvé son filon et qu'il était sur la piste.
Chapitre 3. L'homme au sourire du fabricant de masques. Holmes imposait un rythme qui aurait mis à rude épreuve les poumons d'un homme plus jeune. Et moi, bien que passablement infirme, je me surpris à allonger le pas pour rester à ses côtés. Monsieur Lionel Faversham nous suivait, le visage pâle mais résolu, tandis que nous quittions les cours solennelles de Lincoln's Inn et empruntions le dédale des Russes vers le nord. Le brouillard de février, épais et gris comme l'intérieur d'un fumoir, s'accrochait à chaque brique et à chaque vitre. Les becs de gaz, bien que non encore allumés, se profilaient tels des sentinelles fantomatiques, et le cliquetis des roues d'un fiacre au loin résonnait étouffé, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Holmes marchait avec cette curieuse allure qui lui était propre, la tête légèrement penchée en avant, son long manteau s'évasant à chaque pas, une silhouette à la fois ascétique et déterminée. Il avait peu parlé depuis notre départ de l'auberge, et son silence portait le poids d'un esprit en pleine activité. J'ai appris qu'en de tels moments, le sage s'abstient de toute intrusion. Pourtant, Faversham, qui n'avait pas bénéficié de mon long apprentissage, ne pouvait contenir son anxiété. Monsieur Holmes, commença-t-il d'une voix basse mais pressante, pensez-vous vraiment que Roland est en danger? Ou... Il hésita, déglutissant difficilement. A-t-il fui le mariage par choix? La réponse de Holmes fut immédiate. Choisir, cher monsieur, n'est jamais aussi simple. Lorsqu'un homme disparaît, il faut d'abord s'intéresser non pas à son cœur, mais à ses habitudes. Une fuite soudaine naît rarement d'un sentiment soudain. Faversham fronça les sourcils, perplexe. Tu crois que quelqu'un l'a contraint? Holmes eut un petit rire sec. La contrainte peut revêtir de nombreux masques. Même l'affection peut être une forme de force. Nous traversâmes Fitzrovia, où d'étroites ruelles se ramifiaient comme les nervures d'une feuille ancienne. Un mélange âcre de châtaignes grillées et de fumée de charbon flottait dans l'air humide. Holmes s'arrêta enfin devant une boutique basse à colombage, dont l'enseigne défraîchie portait ce seul mot, Marchetti. Ses fenêtres étaient fermées par des rideaux, mais une faible lueur de lampe tremblait derrière la vitre. Holmes frappa doucement, 2 coups de suite. Soit la porte s'ouvrit alors sur un homme de stature compacte, au teint olivâtre et à la tenue soignée, aux yeux noirs comme du jais et au sourire complaisant qui, dès le premier regard, me parut à la fois amical et calculateur. « Signor Marchetti, dit Holmes en s'inclinant légèrement, c'est très gentil de votre part de nous recevoir à l'improviste. » L'Italien écarta les mains. « Pour vous, monsieur Holmes, je trouve toujours une minute. 2 ans se sont écoulés depuis l'affaire des camés contrefaits, n'est-ce pas? » Holmes inclina la tête. « Votre mémoire vous honore. Vous avez fourni, si je ne me trompe, une série de sculptures en ivoire à un avocat de Lincoln's Inn. Une pièce en particulier. Un pommeau de canne à l'effigie d'un masque souriant. » Les sourcils noirs de Marchetti se haussèrent de surprise. Puis se froncèrent avec prudence. « Ah oui, je me souviens de ce monsieur. Anglais, grand, éloquent. Il m'a acheté il y a 1 mois, peut-être plus. » Holmes glissa une main dans sa poche et en sortit la pâle mèche de tissu que nous avions récupérée dans le drap. « Et ceci, signor, vient-il de votre atelier ?» Le petit homme prit délicatement le fragment, le retournant sous la lumière de la lampe. Ses yeux brillaient d'une fierté professionnelle. « Oui, de l'ivoire d'éléphant de bonne qualité, taillé au ciseau fin, voyez-vous. Ses rainures, comme des petites rivières. Mais, il fronça les sourcils. Ce morceau, où le trouvez-vous? » Dans le caniveau de Lincoln's Inn, répondit Holmes d'un ton neutre. Les yeux de Marchetti clignèrent, mais sa voix resta posée. Un accident, peut-être. Mon masque. Soit il ne s'effrite pas comme du fromage. En effet, dites-moi, dit Holmes, son regard gris fixé sur le visage de l'Italien. Avez-vous vendu plus d'un masque de ce genre? Peut-être à un autre homme? Quelqu'un qui souhaitait égaler la possession de Monsieur Devreux? Marchetti hésita, son masque de bonté tombant un instant. « Je vends beaucoup de choses, monsieur Holmes, mais ce modèle, seulement 2, je crois. Un à votre avocat. L'autre, » il marqua une pause, son regard se portant brièvement vers un rideau ombragé au fond de la boutique. « À une dame. » Holmes se pencha légèrement en avant. « Décrivez-la. » Marchetti haussa les épaules avec une expressivité latine. « Grande pour une femme. Voile de dentelle noire. Elle parle avec un accent. Peut-être français, peut-être italien. Je ne sais pas. Elle paie en souverains d'or.
Et sans nom, c'est tout. Les yeux de Holmes s'illuminèrent, mais son ton resta neutre. C'était quand? 2 semaines, peut-être 3, avant de vendre à ton ami. La dame, elle demande un sourire, comment dire, plus malicieux. Je lui donne ce qu'elle demande. Holmes hocha la tête, satisfait, puis remit le fragment dans sa poche. Vous m'avez été d'une grande aide, signor. Si cette dame revient, veuillez m'en informer immédiatement. Il tendit une carte à l'Italien et se retourna pour partir, non sans avoir jeté un coup d'œil, avec cette soudaine acuité de faucon qui lui était propre, aux rideaux obscurcis de l'arrière-salle. Une fois dehors, le brouillard sembla se refermer sur nous comme un linceul humide. Faversham serra son manteau contre lui. « Une dame masquée », murmura-t-il. Holmes. « Ah, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Alice ignore tout d'une telle personne, j'en suis certain. » Holmes esquissa un bref sourire, plus sardonique que rassurant. « La certitude est la plus fragile des choses, monsieur Faversham. Nous devons faire des affaires en probabilité. Et les probabilités suggèrent que la dame qui acquiert un masque au sourire sournois ne l'utilisera probablement pas pour des jeux de scène innocents. Tu penses qu'elle a enlevé Roland? Je pense, dit Holmes, qu'elle sait pourquoi un marié pourrait disparaître sans frapper. Nous avons enfin hélé un fiacre qui passait. Holmes, semblait-il, avait recueilli les murmures de la rue, et sommes montés à bord. Le cheval s'est élancé dans un clap-clap rythmé, et pendant quelques instants, seul le murmure étouffé de la ville nous a accompagnés. Enfin, Holmes a sorti de sa poche le globeil, l'avait acheté plus tôt, l'avait déplié et avait étudié une fois de plus la tache violette le long de sa marge. « Vous avez remarqué, Watson, dit-il soudain, que la marque sur ce papier n'était pas une simple tache, mais portait une légère marque de pression. Cette marque correspond au bord d'une chevalière, ovale, avec une encoche à gauche. J'ai examiné le papier sous la faible lumière de la lampe de la cabine et j'ai effectivement vu une délicate empreinte. Une chevalière, poursuivit Holmes, est plus qu'un ornement. C'est une signature en métal. Notre ami en porte une, j'en suis convaincu. Et elle est assez négligente pour laisser sa marque sur un journal du matin et une enveloppe déchirée. Faversham se pencha en avant, les poings serrés. « Alors, tu la retrouveras ?» Le sourire de Holmes revint, cette fois avec une lueur d'anticipation réelle. « Mon cher monsieur, elle trouvera nous. Mais d'abord, nous devons rendre visite à votre sœur. Il est temps que nous apprenions ce que mademoiselle Alice Faversham sait vraiment de l'homme qu'elle épouse, et du masque qui sourit dans l'obscurité. » Le fiacre roulait bruyamment vers le nord, nous emportant à travers le brouillard qui s'enveloppait vers Hampstead, tandis que dans l'éclat perçant du regard de Holmes, je lisais la promesse de révélation à venir. Chapitre 4. La veillée inquiète d'une sœur. La route de Hampstead s'élevait régulièrement au cœur de la ville, enfumée par la fumée, et tandis que notre fiacre avançait dans le brouillard du soir, j'observais le changement progressif de l'air. Où les brumes lourdes et humides du temple cédaient la place à un froid plus vif, au subtil parfum de pin et de terre humide. Les réverbères à gaz brillaient, tels des étoiles vacillantes sur la route sinueuse, et les sabots de notre cheval résonnaient d'un étrange son creux, comme si le flanc de la colline retenait son souffle. Holmes était assis en face de moi, ses longues jambes légèrement repliées sous lui, son profil anguleux à moitié perdu dans la pénombre. Il avait sorti sa pipe, une de ces essences de cerisier qu'il affectionnait lorsqu'il était d'humeur contemplative, et le léger arôme de tabac fort se mêlait à l'air hivernal qui filtrait par la vitre fendue de la voiture. Monsieur Lionel Faversham, au contraire, s'agitait nerveusement à mes côtés, ses mains gantées se serrant et se desserrant comme pour suivre le rythme des angoisses qui le tenaillaient. Finalement, Holmes retira la pipe de ses lèvres et s'adressa à notre client d'un ton à la fois grave et doucement persuasif. « Monsieur Faversham, vous pardonnerez l'intrusion dans votre famille à une heure pareille. Mais si nous voulons connaître toute la vérité sur la personnalité de Monsieur Devreux, il est essentiel que nous parlions à votre sœur sans délai. » Lionel Faversham hocha la tête, mal à l'aise. « Je comprends, Monsieur Holmes. Alice accueillera avec plaisir la moindre lueur d'espoir. Mais je crains qu'elle ne soit au bord de l'effondrement. Cette matinée a été insupportable. » Holmes inclina la tête. « Alors nous devons veiller à ce que nos questions apportent de la clarté plutôt que de nouvelles inquiétudes. »« Docteur Watson, ajouta-t-il avec un léger sourire,
Vous, avec votre douceur au chevet du patient, ouvrirez la conversation. La présence d'un médecin peut apaiser là où la curiosité d'un détective pourrait surprendre. Le fiacre s'engagea dans une ruelle étroite bordée de hautes haies, et de temps à autre, d'un portail éclairé par des lampadaires. Nous fûmes bientôt arrêtés devant une belle maison géorgienne en briques douces, dont les fenêtres du haut brillaient comme des yeux vigilants à travers la brume qui s'accumulait. Une servante, pâle et nerveuse, nous fit entrer aussitôt. Lionel nous conduisit vers un petit salon où un feu brûlait doucement dans l'âtre. Mademoiselle Alice Faversham se leva à notre entrée. J'avoue que son apparence m'a immédiatement inspiré admiration et sympathie. C'était une jeune femme d'une prestance remarquable, charnée aux traits finement dessinés et encadrée par des cheveux châtain foncé, bien que sa pâleur et ses paupières rougies trahissent la cruelle tension matinale. Pourtant, même dans sa détresse, persistait une certaine dignité tranquille, comme si elle s'était entraînée à affronter l'adversité sans se rendre. « Lionel », dit-elle doucement, en serrant son frère dans ses bras. « Des nouvelles ?» Il secoua la tête, les mots lui manquant. Je m'avançai et m'inclina brièvement. « Mademoiselle Faversham, je suis le docteur John Watson. Mon ami, monsieur Sherlock Holmes, enquête sur la disparition de monsieur Devereux. » Son regard se porta sur Holmes, et j'y vis une lueur de reconnaissance, peut-être due aux journaux qui rapportaient occasionnellement ses triomphes les plus publics. « Monsieur Holmes, » murmura-t-elle, « je vous suis reconnaissante. Je ne sais plus trop quoi espérer, ni quoi craindre. » Holmes inclina la tête avec la plus grave courtoisie. « Madame, vous pouvez compter sur notre discrétion. Je dois cependant vous prier de bien vouloir vous rappeler les événements d'hier soir et de ce matin avec la plus grande précision, même si les détails semblent insignifiants. » Elle s'affala sur une chaise, les mains jointes sur ses genoux. « Roland a soupé avec nous hier soir, » commença-t-elle d'une voix posée, quoique basse. Il était d'excellente humeur, presque joyeux. Nous avons parlé de notre voyage en Italie après le mariage, et il m'a taquiné sur mon italien médiocre. Un léger sourire fugitif effleura ses lèvres avant de s'évanouir. Il est parti à 9h30, en prétextant qu'il devait se lever tôt pour régler quelques dernières affaires dans son appartement. Il a promis de me retrouver à Saint-Georges à 10h ce matin. Ses yeux s'assombrirent. Il n'est jamais venu. Holmes, qui avait pris place en face d'elle, se pencha légèrement. Pendant le dîner, M. Devereux a-t-il parlé d'une visite inattendue ou exprimé une quelconque inquiétude, si légère soit-elle? Aucun, dit-elle fermement. Il était comme d'habitude. Holmes croisa les doigts. Pardonnez-moi cette question délicate. M. Devereux avait-il eu des attaches antérieures, des ennuis passés qui pourraient troubler le présent? Une rougeur soudaine lui monta aux joues, mais elle soutint son regard sans sourciller. Aucun, à ma connaissance. Il a toujours été honnête et franc avec moi. Et Holmes la regarda un long moment, puis dit doucement. Votre frère m'informe que vous avez offert à M. Devereux une canne en ébène surmontée d'un masque en ivoire. Un cadeau singulier. La couleur de ses joues s'accentua. C'était une plaisanterie. Roland admire depuis longtemps le théâtre italien, comédie de l'art. J'ai trouvé le masque dans une petite boutique près du Strand, et je l'ai trouvé fantaisiste. Les yeux de Holmes brillèrent. A-t-il mentionné une connaissance, en particulier une dame, qui partageait ce goût? Non, dit-elle après un silence. Aucun. Holmes hocha lentement la tête et changea de cap. Mademoiselle Faversham, quand vous vous êtes séparés hier soir, portait-il la canne? Elle hésita, les sourcils froncés. Oui, oui, j'en suis certaine. Holmes se leva, et le regard fixé un instant sur le feu crépitant. Un dernier point, s'il vous plaît. Un inconnu a-t-il cherché à vous parler récemment? Quelqu'un a-t-il demandé M. Devereux ou s'est-il renseigné sous un prétexte quelconque? Elle fronça les sourcils, pensive. Non, à moins que... Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Il y a 2 jours, un mot est arrivé par la poste, mais il ne portait aucun nom. C'était une simple feuille de papier fin avec seulement ces mots. Le sourire cache la porte. J'ai pensé à une plaisanterie absurde, peut-être de Roland lui-même. Il n'y avait pas de signature. Lionel se retourna brusquement. « Alice, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Je n'ai pas vraiment pensé que c'était sérieux, » balbutia-t-elle. Holmes inclina la tête, la lueur vive de ses yeux s'intensifiant. « Avez-vous conservé ce mot ?»« Oui. » Elle se leva et se dirigea vers un petit secrétaire, d'où elle sortit une feuille pliée.
Holmes la prit délicatement, examinant le papier à la lumière de la lampe. Une légère trace d'encre violette scintillait sur les mots, et je le vis hocher la tête presque imperceptiblement. La même teinture à l'aniline, murmura-t-il à moitié pour lui-même. La même main négligente. Il renifla légèrement le papier. Et une légère odeur d'orange. Curieux. Il se tourna vers mademoiselle Faversham. Ce mot, est-il arrivé dans une enveloppe? Oui, bien sûr. Puis-je le voir? Elle sortit une petite enveloppe du même tiroir. Holmes inspecta le rabat déchiré, puis sortit de sa poche le morceau de papier que nous avions trouvé sous le charbon à Lincoln's Inn. Les bords correspondaient parfaitement. Watson, dit-il doucement. Notre correspondante inconnue déchire plutôt qu'elle ne coupe, et laisse une signature violette partout où elle va. Faversham fixa les deux fragments, la compréhension naissante. Alors, la personne qui a envoyé ce message était chez Roland ce matin. Précisément, dit Holmes. La voix d'Alice tremblait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le sourire cache la porte. Quelle porte? Quel sourire? Les yeux de Holmes se plissèrent, un léger sourire esquissant ses lèvres. Telle est la question, mademoiselle Faversham. Une question qui pourrait nous mener à monsieur Devreux, ou à quelque chose de bien plus périlleux. Il glissa le mot et l'enveloppe dans sa poche. Vous m'excuserez d'être si brusque, mais le temps presse. Je vous prie de rester chez vous ce soir et de ne recevoir aucun visiteur dont vous ne connaissez pas le visage. Elle se leva, visiblement pâle. Monsieur Holmes, pensez-vous que Roland est encore en vie? Holmes la regarda avec ce curieux mélange de sévérité et de compassion qui, j'en ai vu, désarmait même les plus désespérés. Madame, je ne pense à rien. J'observe et je suis là où mes observations me mènent. Ce chemin n'est pas encore terminé. Sur ces mots, il se retourna et nous prîmes congé. Dehors, le froid s'était intensifié et une lune blafarde perçait le brouillard, baignant le chemin d'une lueur fantomatique. Lionel Faversham marchait à nos côtés dans un silence troublé jusqu'à ce que Holmes, soudain vif, prenne la parole. La dame qui a écrit ce mot est audacieuse, Watson. Assez audacieuse pour avertir sa proie et assez insouciante pour laisser son odeur derrière elle. Nous devons agir vite. Non, il y a une porte dissimulée par un sourire. Nous n'avons pas encore découvert laquelle est le masque et laquelle est l'entrée. J'ai osé. Croyez-vous que Miss Faversham elle-même est en danger? Le regard de Holmes se porta brièvement sur la maison plongée dans l'obscurité. Le danger, mon cher Watson, réside moins dans celui qui se tient devant la porte que dans celui qui attend à l'intérieur. Il accéléra le pas, le brouillard tourbillonnant autour de nous comme un rideau de théâtre, et je sus que le jeu, quelle que soit sa véritable nature, ne faisait que commencer. Chapitre 5. Le sourire qui persistait dans le brouillard. Nous quittâmes Hampstead, tandis que les cloches de l'église sonnaient 8h30, leurs carillons étouffés se faufilant dans la nuit humide comme une prière à moitié oubliée. Le brouillard s'était épaissi jusqu'à devenir un voile nacré, si bien que chaque réverbère brillait dans son propre halo tremblant, et le moindre pas nous surprenait comme dans un rêve. Holmes avançait d'un pas long et infatigable, les pans de son manteau claquant au vent glacial comme le fanion d'un navire fantôme. Lionel Faversham restait près de moi, le visage pâle et figé. Il n'avait presque pas dit un mot depuis notre départ, et j'estimais que les événements de la journée lui pesaient comme une pierre. Personnellement, je ressentais ce mélange particulier d'effroi et d'exaltation qui marquait toujours les débuts des grandes enquêtes de Holmes. L'effroi devant la tragédie humaine qui semblait planer invisible, et l'exaltation devant la certitude que les pouvoirs de mon compagnon étaient désormais pleinement mis à contribution. Holmes hélait un fiacre au pied de la colline et nous y grimpâmes. À Baker Street, m'indiqua-t-il, et il s'installa face à moi, son profil pointu à moitié perdu dans la pénombre. Les sabots du cheval faisaient jaillir des étincelles sur les pavés, et la ville, à moitié endormie sous son voile brumeux, défilait dans une obscurité feutrée. Pendant plusieurs minutes, il fuma en silence, les yeux fixés sur un calcul intérieur. Enfin, il parla, plus à lui-même qu'à nous deux. « Le sourire cache la porte », murmura-t-il. Une phrase à la fois simple et profonde. Il y a une porte, physique ou métaphorique, cachée par un sourire. Notre-Dame à l'encre violette entend bien plus que de la simple poésie. « Croyez-vous que l'écrivain soit une femme » ai-je demandé. « Les preuves le confirment » répondit Holmes. « L'aniline violette est une teinte prisée par certaines dames du continent. La marque de pression sur le journal
trahit une chevalière de taille délicate, et le parfum, fleur d'oranger, subtil mais inimitable, persiste sur la note. Nous avons affaire à une femme, et une femme qui n'est pas étrangère à la subtilité. Lionel s'agita, mal à l'aise. Mais pourquoi nous prévenir? Si elle veut du mal à Roland, pourquoi lui envoyer une énigme? Les yeux gris de Holmes brillaient à travers la fumée. Parce que, monsieur Faversham, certains crimes exigent une audience. Elle souhaite être poursuivie, peut-être même comprise. Le fiacre entra bruyamment dans Marylebone, et peu après, nous grimpions les 17 marches familières menant à notre salon. Madame Hudson avait allumé le feu, et la douce lueur du charbon nous accueillit comme l'étreinte d'un vieil ami. Holmes tira une petite boîte en cèdre de la cheminée et déposa sur la table les fragments de cire d'ivoire et l'enveloppe déchirée. « Rassemblons les faits », dit-il en s'asseyant avec un soudain regain d'énergie. Premièrement, monsieur Devreux, un avocat réputé et respecté, disparaît le matin de son mariage. Deuxièmement, une dame à l'accent étranger et portant une chevalière achète un masque en ivoire et laisse ensuite des traces de sa présence à Lincoln's Inn et dans le courrier de mademoiselle Faversham. Troisièmement, nous trouvons des fragments d'une substance cireuse, marquée comme par une dent ou un sillon. Quatrièmement, nous avons cette phrase « Le sourire cache la porte ». Il se pencha en arrière, les doigts croisés, et nous regarda tour à tour. « Watson, que tu te souviens du masque italien acheté pour la canne de monsieur Devreux? En effet, le sourire de ce masque n'est pas une simple fioriture. C'est la clé de l'énigme. Mais à quelle porte mène-t-il? Un portail, peut-être? Une maison où le masque lui-même sert de symbole? Ou une porte, au sens figuré, un secret caché derrière une façade de gaieté? Notre correspondante joue avec les deux sens. Lionel secoua la tête. « Je n'y comprends rien. » Holmes eut un léger sourire. « Et on ne s'attend pas à ce que vous le fassiez. C'est là tout le charme de tel message. Mais réfléchissez. Pourquoi Devreux demanderait-il qu'on facilite la tâche à un visiteur matinal? Il anticipe la venue de cette dame. Il laisse son lit vide, sa valise pleine, et pourtant, aucune trace de départ par les moyens habituels. Il y a de la ruse ici. Garde monsieur Faversham, de la ruse et de la complicité. Collusion, commença Lionel. Tu ne veux pas dire que Roland est parti de son plein gré? Je veux dire, dit Holmes, que sa disparition n'est ni totalement forcée, ni totalement libre. Il joue un rôle dans une pièce dont le scénario a été écrit avant hier soir. Qu'il regrette aujourd'hui son rôle est une autre affaire. Holmes se leva brusquement et se dirigea vers le coin chimie, où ses cornues et ses tubes à essai brillaient faiblement à la lumière de la lampe. Il prit le fragment de cire et le tint au-dessus de la flamme bleue d'un bec Bunsen. La substance se ramollit et dégagea une légère odeur sucrée de miel et de résine. « Ce n'est pas de la cire à cacheter ordinaire », annonça-t-il. « De la cire d'abeille, blanchie et mélangée à une trace de paraffine. Regardez !» Il pressa le morceau ramolli contre une lame de verre propre, laissant l'empreinte infime d'une rainure incurvée. Un moule quelconque, peut-être le bord d'une petite clé ou la dent d'un mécanisme dissimulé, le sourire cache bel et bien la porte. Il se tourna soudain vers Lionel. « Vous avez mentionné que M. Devreux admirait le théâtre italien. A-t-il jamais parlé de sociétés secrètes ou de clubs d'inspiration continentale? Ces salons mi-littéraires, mi-politiques, qui se complaisent dans le mystère. » « Jamais pour moi, » répondit Lionel. « Roland était un homme de loi, pas d'intrigue. » Holmes le regarda avec attention. Pourtant, il cherchait un masque, et peut-être plus d'un. « La commedia dell'arte, monsieur Faversham. On est un monde de déguisements. Le rire d'Arlequin dissimule des complots, et la bêtise de Pantalon dissimule la sagesse. La phrase de Notre-Dame est choisie avec art. Je ne pus réprimer un frisson. Vous soupçonnez une société clandestine? » Holmes haussa les épaules. « Je soupçonne ce que les faits permettent de croire. Il existe des cercles à Londres où la fascination du secret devient un vice, où le masque n'est pas un simple jeu, mais l'emblème du pouvoir. Notre prochaine étape est simple. Nous devons retrouver la dame à la chevalière. » Il prit son étui à violon, mais ne l'ouvrit pas. Il resta immobile, souple et agité, la lumière du feu éclairant les lignes vives de son visage. « Watson, où l'encre violette et le léger parfum d'orange nous conduisent naturellement au West End.
Bond Street ou peut-être aux arcades de Piccadilly, où certaines modeuses continentales s'adressent à ceux qui apprécient les senteurs subtiles et la papeterie colorée. Nous commencerons par là dès l'aube. Lionel Faversham se leva comme pour parler, puis marqua une pause, le visage troublé. Monsieur Holmes, ma sœur, est-elle en danger? L'expression de Holmes s'adoucit, mais l'ardeur de son regard ne s'en tint pas là. Elle n'est qu'un pion sur l'échiquier, monsieur Faversham. Et le premier coup de la partie est déjà joué. Protégez-la bien. N'admettez aucun étranger dans la maison et ne laissez passer aucun billet sans l'examiner. Surtout, gardez la phrase qu'elle a reçue, son existence même, strictement secrète. Non, Faversham baissa la tête en signe d'assentiment sombre. Il se faisait tard. Dehors, les cloches d'une église lointaine sonnaient de 9 heures, leurs échos lugubres se perdant dans le brouillard. Holmes se tenait à la fenêtre, scrutant la nuit opaque comme si elle pouvait livrer ses secrets à son regard implacable. « Watson !» dit-il enfin d'une voix basse mais ferme. « Quelque part dans cette ville, une porte se cache derrière un sourire. Avant longtemps, nous les trouverons tous les deux. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme l'accord final d'une sonate, et j'ai ressenti le frémissement familier du pressentiment. Ce sentiment que le véritable mystère commençait à peine à montrer les dents. Chapitre 6. L'estrade apporte une ombre. Il était presque minuit lorsque le coup sec du heurtoir nous fit sursauter, ressortant du silence pesant qui régnait sur Baker Street. Holmes, qui n'avait pas bougé de son poste à la fenêtre, tourna son regard perçant vers la porte. « Notre ami du Yard », dit-il avec une assurance tranquille. « Je l'attendais depuis 1 heure. » Les pas de Madame Hudson précédèrent ceux familiers et rapides de l'inspecteur Lestrade, dont la silhouette compacte et les traits acérés de furet furent aussitôt illuminés par la lueur de l'âtre. Il retira son chapeau melon et secoua son manteau d'un mouvement vif, son regard parcourant la pièce comme un oiseau en quête de miettes. « Eh bien, monsieur Holmes, dit-il, vous avez une longueur d'avance, comme d'habitude, mais j'imagine que le Yard n'est pas resté inactif. Nous avons du nouveau et vous voudrez en être informé avant la fin de la soirée. » Holmes fit un geste vers le fauteuil le plus proche du feu. « Inspecteur, veuillez vous réchauffer et nous éclairer. Je suppose que cela concerne monsieur Roland Devreux ?»« C'est vrai, répondit Lestrade, l'air satisfait. Et cela le concerne vraiment au plus haut point. » Lionel Faversham, qui était resté avec nous après notre retour de Hampstead, se pencha en avant, le visage pâle et tiré. « Vous l'avez trouvé ?»« Pas précisément, » dit Lestrade en se frottant les mains glacées. « Mais nous avons trouvé quelque chose qui nous renseigne sur sa localisation ou sur le malheur qui lui est arrivé. Il y a environ 1 heure, un veilleur de nuit des entrepôts riverains, près de Wapping, a signalé une découverte curieuse. Une valise noire en cuir avec des coins en laiton a été découverte flottant contre l'un des quais. La carte de son propriétaire, Roland Devreux, avocat, se trouvait à l'intérieur. Le coffre était vide. Lionel poussa un cri aigu. « Vide ?»« Vide comme un tonneau, » confirma Lestrade, à l'exception d'un seul objet au fond, un lambeau de cire couleur ivoire. Les yeux de Holmes s'illuminèrent d'une lueur intérieure soudaine. « Ah ah, la 3e pièce du puzzle. »« Tu connais les 2 autres ?» demanda Lestrade. Holmes fit un geste de la main nonchalant. « Nous ne sommes pas totalement à court d'informations, inspecteur. Veuillez continuer. » Lestrade fronça légèrement les sourcils, mais insista. Le gardien jure que personne ne s'est approché du quai après la tombée de la nuit. La marée montait lorsqu'il a trouvé le coffre, il a donc pu dériver sur une certaine distance. Et nous avons des hommes qui fouillent les berges en ce moment même.